Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Code de la route, le Bénin veut frapper plus fort contre l'insécurité routière. Un projet de loi introduit au Parlement et qui consacre 13 délits pour réduire les accidents et sauver des vies. Des détails dans ce 20h. Cannes Handball Rwanda 2026, les guépards du Bénin rugissent et veulent enfin. Le Bénin signe une victoire historique et rallume la flamme de l'espoir national. Vous écouterez des acteurs à ce sujet. Voilà le sommaire de cette édition. Pour une meilleure actualisation et une réduction efficace de cas d'accidents et de mortalité sur les routes béninoises, le gouvernement béninois a introduit au Parlement un projet de loi portant code de la route en République du Bénin. Un projet en attente d'adoption par les parlementaires constituera une grande avancée pour le pays. Outre l'actualisation du texte qui date de 1956, 13 nouveaux délits sont consacrés dans le nouveau texte. Dans un entretien exclusif à Matin Libre Télévision, le chef-service régulation du comportement des usagers est revenu sur quelques innovations. Suivez. La conduite sous l'empire de l'alcool avec un seuil déjà à partir de 0,8 grammes par litre de sang et plus, cela est constitutif de délit. D'accord? Donc, toute une procédure et puis ce qui va avec. Il y a aussi les délits d'excès de vitesse. Le gouvernement a estimé à bon droit qu'il fallait rétablir l'équité dans la répression de l'excès de vitesse. Celui qui est pour une vitesse qui est limitée à 50 km à l'heure sur un axe routier, donc par principe en agglomération, celui qui est à 60 km à l'heure ou 70 km à l'heure ne devrait pas être sanctionné de la même manière que celui qui est à 100 km à l'heure, par exemple. Et je trouve que nous trouvons, pas moi, la Commission a trouvé que cette orientation elle est pertinente. Pourquoi? Parce que ce faisant, ce n'est pas le même niveau d'exposition au risque. Un véhicule lancé à 100 km à l'heure sur une route qui est limitée à 50, voilà, expose les victimes à des risques de mortalité plus grands que celui qui est à 60 ou 70. Donc, rétablir l'équité dans la répression de l'excès de vitesse. Et donc, lorsque la vitesse contrôlée est au-delà de la limite fixée dans une marge de 50 km à l'heure, cela passe à un délit. Cela passe à un délit et ça donne lieu à toute une autre procédure. C'est aussi d'avoir consacré de façon formelle le délit de fuite dans ce code. Le délit de fuite, ce n'est rien d'autre que celui qui, après avoir commis un accident, eh bien, se soustrait de l'environnement de l'accident pour échapper à sa responsabilité. Donc ce délit de fuite, il est également consacré. Consacré également en délit tous ceux qui refuseraient de se soumettre, par exemple, à des tests de dépistage d'alcoolémie. La police de la circulation, la police républicaine en contrôle routier pour alcoolémie arrête un citoyen béninois, lui demande de souffler dans le ballon ou bien dans le dispositif électronique pour vérifier son état d'alcoolémie. Celui qui se soustrait à ça commet on va dire un délit. Donc il y a toutes ces gammes de délits qui ont été énoncés, qui constituent aujourd'hui des innovations dans ce projet de loi. Mais le gros vide, c'était les seuils d'alcoolémie. Et donc, innovation, ce texte, il consacre 3 niveaux, 3 seuils d'alcoolémie. Il y a ce qu'on va appeler le seuil contraventionnel, d'accord? 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Je crois que ça fait 2 petites bières. Donc, seuil contraventionnel.
On a également consacré un seuil contraventionnel aussi, mais plus rigoureux pour les conducteurs de véhicules de transport en commun de passagers, de voyageurs. Et le seuil retenu, c'est 0,1 mg par litre d'air expiré. Cette tolérance, en fait, vise à interdire systématiquement la prise d'alcool par ces conducteurs-là lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis, nous avons un seuil délictuel de 0,8 g par litre de sang, donc avec un éthylotest chimique ballon, ou un ballon, on est autour de 0,4 mg par litre d'air expiré. De plus en plus et d'année en année, il est enregistré de multiples cas d'accidents sur les routes béninoises. Ceci, entre autres, de l'intolérance observée sur nos axes routiers. En témoignent ces chiffres alarmants communiqués par les services du Centre national de sécurité routière. Le chef service régulation du comportement des usagers de la structure publique les a dévoilés au micro de Romuald Roui et Jean-Marie Kedoulou. De façon ramassée. Les chiffres ne sont pas très éloquents. D'accord? Pour un petit pays comme le Bénin, nous avons légèrement dépassé le seuil de 1000 décès par an. 1000 décès par an, ça fait 3 tués par jour, c'est énorme pour un pays de 13 millions d'habitants. Globalement, on va tourner autour de 5000, un peu plus de 5000 cas d'accident, la circulation, avec environ 4000 blessés. On va dire répartis 50-50 ou 60-40 entre blessés graves et blessés légers. Donc, c'est des challenges sur lesquels on se positionne pour, on va dire, baisser cette accidentalité-là globalement, pour faire corps avec les prescriptions des Nations Unies pour ce qui est de la décennie dans laquelle nous sommes, 2021-2030. Donc les chiffres, c'est ça. Le département du littoral, à lui seul, on va dire, concentre un peu plus de 40% des blessés graves. Mais le seuil de mortalité, il glisse vers le centre et le nord du pays. Il y a beaucoup d'accidents à Cotonou, mais il y a encore plus d'accidents mortels à partir du centre jusqu'au nord qu'à Cotonou. Mais il y a des accidents avec des blessés graves à Cotonou. Je vais dire Atlantique et littoral pour être un peu plus précis. Aujourd'hui, c'est la route nationale inter-État numéro 2, ce qu'on appelle RNE 2, je veux dire de Godomé à Malanville, qui aujourd'hui se révèle comme une route assez, je ne dirais pas dangereuse, mais qui concentre une part importante des accidents mortels de la circulation. Et je crois que les travaux en cours, travaux d'ingénierie en cours, et également les travaux de réflexion scientifique ici au CNSC en partenariat avec, on va dire, les chercheurs locaux. Tout ça combiné ensemble aideront à inverser cette tendance. Page sport à présent, ils l'ont fait. Après un match nul courageux face au Congo, les Guépards handballeurs du Bénin décrochent leur première victoire à la 27e Coupe d'Afrique des Nations Seniors Hommes Rwanda 2026. Une victoire nette, convaincante, acquise avec la manière au thème d'une prestation collective aboutie. Sur le paquet, solidarité, engagement et discipline tactique ont fait la différence. Une performance qui honore le Bénin et redonne espoir à tout un peuple. À l'issue de cette rencontre historique, responsables de la Fédération béninoise de handball, joueurs et encadrement technique se sont exprimés au micro de la cellule de communication de la Fédération. Écoutez leur réaction.
je dirais c'est la force du groupe. On a essayé le premier match, ça n'a pas donné, le deuxième match, ainsi de suite. Le match précédent, on a essayé de gagner, mais bon, on a eu un nul, on a fait 27-17. En fait, c'est la faute du groupe. C'est au niveau dans cette compétition, nous prenons un peu de l'expérience. À chaque match, nous prenons de l'expérience. Donc, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir ce trophée. Absolument, et tout naturellement un sentiment de joie. Comme ça, c'est ce qu'on constate tant ici à Kigali qu'à travers les réseaux sociaux par nos compatriotes que nous remercions pour tout leur soutien depuis le début de cette compétition. Enfin une victoire et qu'elle était difficile. Les garçons n'étaient pas assez disciplinés en première mi-temps. Deuxième mi-temps un petit peu plus, mais il manque encore un peu de discipline. Mais bon, on va mettre ça derrière parce qu'on a gagné et c'était l'objectif. On est très content d'avoir pris le Kenya parce que le Kenya, ça fait un moment qu'ils sont sur le continent. Ça, depuis 2024, on les avait joués aux Jeux africains et on avait gagné de 2 buts. Entre 2024 et aujourd'hui, ils ont énormément progressé. Je trouve que leur jeu est beaucoup plus fluide. Et Peter, leur entraîneur, je le connais bien, il les regroupe très souvent pour travailler leur jeu. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et on a réussi à gagner plus 3, donc un but de plus par rapport à Accra. Donc on est content, il faut se satisfaire de ça. La clé, c'est de passer du temps avec les garçons, c'est de s'entraîner, c'est de regarder les adversaires, les analyser, de regarder là où on peut appuyer pour que ça fasse mal et essayer de mettre des relations en place. C'est pas évident parce que on s'est entraîné hier, enfin c'est pas facile, mais on arrive quand même à élever le niveau, on arrive quand même à les intéresser à ce qu'on fait et ça c'est agréable. On va attendre de savoir quel est notre adversaire, on ne sait pas encore, et puis on va se mettre au travail dès qu'on saura notre adversaire, donc ce soir on va travailler. Loin des parquets de Kigali et à des milliers de kilomètres de la terre béninoise, les performances des guépards handballeurs ne laissent personne indifférent. Depuis Abuja au Nigeria, Ali Yaro, président de la Fédération sœur de volleyball, suit avec attention la participation du Bénin à la 27e Coupe d'Afrique des Nations seniors hommes de handball Rwanda 2026. Il salue l'engagement, le courage et la progression de la sélection nationale. Il répond aux questions de Hospice Yevimi Honton. Bon, de toute façon, à voir cette compétition, on peut quand même être satisfait de ce que le niveau de handball béninois monte. Et c'est vrai que le niveau de l'équipe nationale ne peut forcément pas être le même que le niveau des clubs. Observez un peu ce qui se passe au niveau des clubs. La plupart des clubs béninois ont dans leur sein de très grands joueurs d'autres pays, notamment le Nigeria, notamment l'Angola. Et comme je l'ai dit, ils profitent bien de notre championnat, ils profitent bien de l'organisation qui se fait autour de notre championnat professionnel pour s'entraîner, pour s'améliorer. Et après, bon, c'est la plupart qui ont été retrouvés du côté de Kigali qui ont joué contre le Bénin, si on devrait les rencontrer. Donc voilà un peu ce qu'on a pu constater, et qui fera que désormais, bon, nous aussi, on verra bien comment commencer par réfléchir autrement pour que les nôtres aient ce niveau-là, les nôtres pendant le championnat domestique puissent s'affirmer sur le terrain, puissent défendre leur place aux côtés des non-nationaux pour qu'à la fin, quand nous allons dire l'équipe nationale, que nous ayons des joueurs capables, des joueurs qui ont des compétitions dans les jambes et dans les bras. Et pour que ça ne soit pas que les étrangers viennent forcément chez nous, nous restons à la touche. Ils nous font gagner dans les matchs des clubs. Mais après, quand on va faire le point au niveau de l'équipe nationale, nous aurons des joueurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains ont participé à cette campagne-là, certains Béninois qui ont fait le championnat local ont participé à cette compétition. Et on peut être d'accord que la plupart ont forcément le niveau de notre équipe nationale du Bénin. Mais pour certains, on peut quand même constater qu'ils pourraient ne pas avoir le niveau de cette compétition-là, le niveau qu'il faut pour gagner cette compétition. De toute façon, comme je l'ai dit, il faut de la régularité. Si
Et l'équipe que j'ai vue est maintenue, je sais pas, même à 70% pendant 4-5 ans. Les prochaines éditions de la CAN au niveau du handball, je crois que le Bénin ne va pas participer ou bien participer alors pour jouer le haut de tableau. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc continue de faire parler bien après le coup de sifflet final. Plusieurs jours après cette rencontre marquée par de fortes tensions, la Confédération africaine de football a rendu son verdict. Des sanctions lourdes ont été prises touchant joueurs, encadrement technique et fédération. Des décisions qui visent à rappeler les règles et à restaurer l'ordre et l'image du football africain. Reportage. La décision est tombée, nette et sans appel, après les débordements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. La Confédération africaine de football a choisi la fermeté. Première cible de ces sanctions, le banc sénégalais. Le sélectionneur Paptia écope de 5 matchs de suspension pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football, assorti d'une lourde amende de $100 000. Mais l'onde du choc ne s'arrête pas là. Sur la pelouse, 2 cadres des Lions de la Teranga, Iliman Ndiaye et Ismaël Assar, sont à leur tour sanctionnés. 2 matchs de suspension, chacun pour comportement antisportif, envers l'arbitre. Derrière les hommes, c'est toute l'institution qui paie aussi le prix des débordements. La Fédération sénégalaise de football est frappée d'une amende globale de $615 000 pour le comportement de ses supporters, de son encadrement technique et de ses joueurs. Face à elle, le camp marocain n'échappe pas non plus aux couperets disciplinaires. Achraf Hakimi est suspendu pour 2 matchs, dont un ferme. Ismaël Saibari, lui aussi, écope de 3 matchs de suspension. La fédération marocaine devra en outre s'acquitter de $315 000 d'amende pour divers manquements observés autour de la VAR et en tribune. Au-delà des chiffres et des sanctions, la Confédération africaine de football envoie un message clair. Ces décisions applicables dès les éliminatoires de la CAN 2027 se veut un rappel à l'ordre. Le spectacle ne peut exister sans respect des règles ni sans fair play. Il ne faut jamais abandonner ses rêves. L'espoir est le commencement de toute chose. C'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.